On a la chance d'accueillir Catherine Uzan. Moi, j'adore travailler avec elle. Elle a toujours plein de bonnes idées. Et en plus, c'est grâce à elle que nous aurons une retraite. Catherine, c'est bien ça? Pour notre part hospitalière, dans notre activité, elle a mené le combat pour les PUPH, pour qu'il y ait une reconnaissance de la part hospitalière pour notre retraite. Et elle a abouti il y a quelques jours. Bravo, Catherine. Ah voilà. Bravo. J'ai quitté trop tôt, alors, si j'ai bien compris. Et là, elle va nous parler du parcours patient-scénologie. Rien à voir avec les retraites, je vous promets. Alors, on va faire facilement le lien avec ce qui vous a été dit avant, parce que moi, je vais vous parler très peu de chirurgie, mais essentiellement d'accompagnement et de parcours pour les patientes, pour essayer de les accompagner au mieux. Et finalement, un des enjeux majeurs maintenant, et dont on parle beaucoup, c'est comment est-ce qu'on va mieux gérer, mieux accompagner sur l'après-cancer. Et on va se rendre compte que pour qu'une patiente puisse récupérer à l'après-cancer, ça se prépare avant. Donc c'est dès le départ, dès le diagnostic. En fait, c'est pratiquement un sans faute qu'il faut faire, parce que chaque étape qui va être difficile peut laisser des cicatrices aux patientes, pas que des cicatrices chirurgicales. Et c'est comment est-ce qu'on va essayer de les accompagner au mieux dans ce parcours. Donc, voici mes liens d'intérêt. Alors, le premier, donc les parcours, c'est un enjeu majeur. On va diviser en différents éléments. D'abord, il y a le parcours diagnostique. Et les parcours diagnostiques peuvent varier selon la façon dont les patientes vont être dirigées. Il est important que ce soit rapide, mais où on prend son temps. Donc, vous voyez, des fois, parfois, ça peut être paradoxal. Il faut avoir un bilan qui soit complet, adapté à chaque type de tumeur et à chaque type de patiente, et qu'on doit avoir en tête que de plus en plus, s'est développée la chimiothérapie néoadjuvante. Alors, elle existait beaucoup à une époque, après, elle a diminué, et maintenant, elle a une part très importante. Donc, nous, en tant que chirurgiens, le problème n'est pas juste de dire est-ce que ça passe ou pas en traitement conservateur, c'est est-ce que, en commençant par une chirurgie, est-ce que je ne suis pas délétère pour cette patiente, et bien identifier les patientes qui ont besoin de commencer par une chimiothérapie. L'annonce, elle doit être adaptée, elle doit être accompagnée. Il y a le temps médical, mais il y a aussi beaucoup le temps paramédical. Vous allez voir qu'on va pouvoir s'appuyer aussi bien sur des infirmières d'annonce, mais aussi maintenant des patients partenaires, des associations de patientes, et que tout ça, ça ne vient pas après, ça vient dès le départ. Ensuite, il y a le parcours chirurgical, et comme vous l'a dit Charlotte, beaucoup de patients sont pris en charge en ambulatoire. Pour que l'ambulatoire se développe, c'est beaucoup de travail en amont. Parce que pour qu'une patiente soit rassurée quand elle sort le soir chez elle, c'est qu'il y a un énorme travail en amont, et que vous allez voir qu'il y a eu tout finalement un effet vertueux de l'ambulatoire, parce que pour qu'une patiente sorte le soir même, il faut qu'elle ait pas mal, il faut qu'elle ait pas de nausées. Donc il y a eu tout un travail autour d'un meilleur périopératoire pour que les patientes sortent le soir même. Ensuite, je parlerai du parcours des traitements adjuvants, avec notamment le rôle des infirmières de pratique avancée et des soins de support. Et puis il y a le parcours d'après-cancer. Vous allez voir qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour qu'il y ait un certain nombre de choses qui sont financées pour accompagner les patientes. Alors, un exemple d'accueil, je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait à la Pitié-Salpêtrière. On a un accueil en un jour. Ça a été développé dans plein de centres. Donc, les centres de diagnostic en un jour, maintenant, il y a des labellisations pour ça. Et donc, c'est organisé dans la plupart des centres qui font beaucoup de scénologie. Il y a ce type de parcours. En quoi ça consiste? C'est d'abord tout un travail de la secrétaire au téléphone qui va savoir filtrer les patientes et va demander à la patiente, c'est quoi? Envoyez-moi votre compte-rendu de radiologie pour pouvoir identifier la patiente. Elle a un ACR 4 ou 5, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite une biopsie. Et donc, elle va avoir un rendez-vous où le jour même, je vais la voir. On va identifier le type de biopsie qu'on va faire, puis elle va voir la radiologue qui va pouvoir lui faire la biopsie, lui faire l'angiomammographie si c'est nécessaire le même jour si elle a le sein dense. S'il y a besoin, biopsier le ganglion sous le bras. Donc, c'est pas juste biopsier une cible. Parfois, les patientes vont avoir 3 biopsies le même jour. Et on aura les résultats dans la semaine, c'est-à-dire le vendredi, avec l'immunohistochimie. Parce que le problème, ce n'est pas juste de savoir cancer ou pas cancer, mais c'est d'avoir la carte d'identité de ce cancer pour pouvoir identifier celles qui vont avoir besoin de commencer par une chimiothérapie première. Donc il y a beaucoup de concertation entre le chirurgien et le radiologue. Se poser la question de poser un clip dans la tumeur, un clip dans le ganglion. Donc tout ça, c'est finalement préparer parfois la chirurgie de la post-chimiothérapie dès le départ. Donc cette carte d'identité du cancer, c'est pour identifier quoi? On va avoir grosso modo 3 grandes familles de cancers du sein. Les cancers du sein hormonosensibles, on va plus faire des chirurgies premières. Les cancers du sein HER2 3 croix, c'est-à-dire avec une amplification d'un certain gène. Et les cancers du sein triple négatif. Alors il faut savoir que maintenant les patientes, quand vous dites le mot triple négatif, elles vont le taper tout de suite sur Internet. Elles vont découvrir que c'est les cancers les plus agressifs. C'est 15% des cancers. C'est maintenant très connu. Il y a même une association de patientes qui s'appelle les
Triplette, et qui est une association de patientes qui nous a permis d'avoir certains traitements qui avaient du mal à avoir vite leur AMM et qui changeaient le pronostic des patientes en métastatique. Donc le mot triple négatif n'est plus un terme purement médical, mais par contre il faut savoir que dès que vous prononcez ce mot-là, la patiente sait qu'elle a le cancer du sein le plus agressif, qui représente 15% des cancers du sein. Ensuite, quand on revoit la patiente le vendredi, elle va avoir beaucoup d'informations et je ne prévoirai jamais la consultation infirmière d'annonce le même jour. Je prends un peu cette mauvaise métaphore de la peinture, je ne fais pas les 2 mêmes couches le même jour. Donc la patiente, elle a besoin, il faut que ça aille décanter toutes les informations que je vais lui donner, mais il y aura la semaine suivante une seconde consultation avec l'infirmière qui va reprendre tout le détail de ce qui lui a été dit. Systématiquement, tout dossier doit être vu en réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, on ne se cache pas derrière la pluridisciplinarité. Le but, c'est de ne pas dire une patiente n'a plus un rapport singulier avec un chirurgien, mais c'est toujours lui dire qu'on se rapporte toujours à une équipe et qu'on ne décide pas tout seul, mais même si on demeure, pour elle, en tout cas au départ, le chef d'orchestre pour sa prise en charge. Alors, les patientes, nous, c'est pareil, je connais les documents chez Carole ou chez Charlotte. Je pense qu'on a chacun travaillé nos documents d'information parce qu'avec tout ce qu'on a dit, il faut que la patiente reparte avec un support écrit. Ça ne remplace pas la discussion, mais ça permet d'avoir un support. Là, c'est un exemple de ce qu'on va pouvoir expliquer aux patientes sur leur première consultation, sur comment se passe la biopsie. Et puis donc, chez une patiente qui a cette lésion invasive, il va falloir qu'on réfléchisse. Est-ce que je vais faire une chirurgie première ou est-ce que je vais faire un traitement néoadjuvant? Et est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le décider? Donc, est-ce que j'ai bien toutes les caractéristiques de ma tumeur? Si je pars sur une chirurgie première, est-ce que j'ai fait toutes les imageries nécessaires? On parle de plus en plus de la densité mammaire. Le fait qu'une femme ait le sein dense, ça fait qu'elle a plus de risques d'avoir un cancer du sein. Le sein plus dense est un facteur de risque, mais aussi que c'est plus difficile à identifier. Donc on a besoin d'aller plus loin, soit avec l'angiomammographie, soit avec l'IRM. Systématiquement, on doit avoir une échographie axillaire. Et si on est dans un contexte de dire « je vais faire une chirurgie première », eh bien, je vous renvoie à tout ce que vous a dit Charlotte sur toute la réflexion sur le type de geste à envisager. Si on est dans un traitement néoadjuvant, il faut bien savoir que toutes les informations, on les aura au départ. Et si vous ratez des informations au départ, vous ne les avez pas après. C'est-à-dire que si, par exemple, il y avait 2 foyers dans le sein et que vous avez fait la biopsie que dans une lésion, après la chimio, la deuxième lésion, elle a pu disparaître. Si vous ne l'avez pas biopsiée et que vous ne l'avez pas clippée, vous risquez de passer à côté. Donc c'est pour ça que ce n'est pas parce qu'on fait plus de chimiothérapie première que les patientes ne doivent pas avoir le chirurgien au début. En gros, moi, ce que je veux, c'est au départ avoir tout cadré. Il va me manquer certaines informations. Par exemple, chez certaines patientes, je vais me dire j'ai besoin de savoir si elle a la mutation. Et pendant la chimiothérapie, on a largement le temps de savoir si elle a la mutation BRCA1 ou BRCA2. Et ça va pouvoir m'aider à décider du type de traitement. Avant, on faisait la recherche génétique quand il y avait juste une histoire familiale importante ou une femme très jeune de moins de 35 ou 40 ans. Maintenant, nos indications se sont élargies, notamment à tous les cancers triple négatifs. Et après la chimiothérapie, en refaisant une imagerie, on verra si on peut envisager un traitement conservateur ou pas. Donc il y a un rôle majeur des échanges. On fait tout le temps, il y a tout le temps des allers-retours entre le chirurgien et le radiologue pour définir le bon geste et vraiment adapter les choses. Et ce qu'on dit maintenant, on ne fait pas la même chose maintenant que ce qu'on faisait il y a 2 ans. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a 2 ans, tant qu'il y avait une atteinte ganglionnaire, s'il y a une atteinte ganglionnaire au départ, on faisait un curage après, même s'il y avait une réponse complète. Désormais, s'il y a que peu de ganglions malades, on va mettre un clip dans le ganglion malade, et s'il y a une réponse complète, on n'enlèvera que le ganglion clippé s'il y a une réponse. Donc ces gestes changent et évoluent avec le temps, donc vraiment, il faut ne pas perdre d'informations au départ. Donc, les objectifs de la chimiothérapie néoadjuvante, avant, c'était de dire « je ne peux pas faire un conservateur, donc je commence par la chimiothérapie ». Désormais, on a toujours l'indication quand on a un cancer inflammatoire, mais ce qui a changé, c'est qu'on va pouvoir identifier la réponse à la chimiothérapie et en fonction de la réponse, adapter le traitement adjuvant à la réponse au néoadjuvant. Donc, par exemple, pour une tumeur HER de 3 croix, on va commencer par un certain type de traitement. Je vais opérer la patiente. S'il y a eu une réponse complète en histologie, on va continuer sur le même médicament. Si la réponse n'est pas complète, on va changer de médicament. Donc, vous voyez que je perds cette information de la réponse si je commence par opérer cette patiente, même si j'étais capable de lui faire un conservateur au départ. Alors, il faut s'adapter aux besoins de chaque patiente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais avoir une patiente jeune, il faut systématiquement parler d'oncofertilité et il faut en parler tôt.
parce qu'il ne faut pas attendre que l'oncologue voie la patiente. Dès la première consultation, on a donc une collaboration étroite avec des services de préservation de la fertilité. Il va falloir se poser la question de la consultation oncogénétique. Alors là, je vous marque qu'il faut qu'on ait accès à des consultations urgentes. Maintenant, on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on fait de la délégation de tâches. On vient de faire notre première publication sur les cas où c'est le chirurgien ou l'oncologue qui lui-même prescrit la recherche de mutations en germinale, parce que les indications s'élargissent, et de dire plutôt que d'attendre le rendez-vous d'oncogénétique, j'explique à la patiente. Pour ça, pour cette délégation de tâches, nous, on s'est engagé à avoir une formation, on a signé une charte, et chaque patiente doit partir avec un document que j'ai lu avec elle, et s'assurer qu'elle l'a bien compris. Et finalement, le généticien ne verra que les patientes mutées. Toutes celles qui ne sont pas mutées, on leur aura évité d'avoir ce parcours-là en plus. Il faut qu'on puisse s'adapter à l'âge de chaque patiente, consultation d'oncogériatrie, disposer d'unités de prise en charge oncogériatrique. Nous, on travaille beaucoup avec Charles Foix, donc on a tout un parcours pour les patientes âgées. Des consultations de nutrition. Vous savez que l'obésité est un facteur de risque de cancer du sein, mais aussi de récidive. Donc quand vous prenez en charge une patiente obèse, il faut qu'elle puisse rentrer dans un parcours de prise en charge avec nos collègues nutritionnistes pour l'aider à être prise en charge. On en a des consultations spécifiques pour les sourds et malentendants, pour les handicapés, et puis on a la gestion de la polypathologie. Ça, nous, à la Pitié, on connaît bien. Donc quand on a les patientes qui viennent avec polyarthrite rhumatoïde, pathologie neurologique, voilà, je découvre de la médecine interne tous les jours, donc il faut savoir dire, par exemple, tous les nouveaux traitements immunologiques, est-ce que ça va pouvoir fonctionner avec l'immunothérapie que je veux donner pour mon cancer triple négatif. Donc on a des consultations avec les pharmaciens pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir combiner ces différents traitements. Et donc, dans tout ça, très essentiel, toujours la consultation d'infirmière d'annonce. Alors, la consultation d'infirmière d'annonce, elle dure 1 heure. C'est un temps dédié à la patiente. Elles ont une espèce de checklist pour bien aborder tous les points avec les patientes. Toutes les patientes doivent entendre parler de sport. Elles doivent entendre parler des associations de patientes, de la socio-esthétique, de tout ce qu'on va pouvoir faire pour les accompagner. L'oncogénétique, donc je vous disais tout à l'heure, donc ces circuits de mainstreaming, ça vient des pays anglo-saxons. Il faut savoir qu'en France, prescrire une recherche germinale, avant c'était que l'oncogénéticien, c'est pas comme ça dans les pays anglo-saxons où d'autres peuvent le prescrire. Donc il a fallu pouvoir mettre en place, parce que vous savez que les indications se sont élargies. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la révélation de ce qu'on appelle le théranostic. C'est-à-dire qu'on ne traite plus en fonction du type de cancer, mais en fonction du type de mutation. Donc quand je vois une patiente, savoir si elle est mutée, ça va m'intéresser pour la chirurgie, mais surtout maintenant, il y a un traitement spécifique qu'on va lui donner si elle est mutée. Donc on a besoin de cette information, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, mais juste après la chirurgie. Donc on a besoin de parcours spécifiques rapides pour avoir cette information. Alors, c'est donc important d'avoir un accueil sain qui soit dédié, qui soit rapide. Mais rapide, ça ne veut pas dire que la consultation est rapide avec la patiente. Ça veut dire que nous, on doit pouvoir être capable de faire plein de choses et de prendre le temps après pour échanger avec elle. Donc, il faut un bilan qui soit complet d'emblée et pas en 8 étapes. La prise en charge d'emblée, elle doit être multidisciplinaire. Et c'est une collaboration étroite avec la ville. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul modèle. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les patientes que je prends en charge qui passent par mon accueil sain. Certaines sont passées par des services de radiologie que je connais bien en ville, qui ont fait déjà tout le bilan, et bien sûr, je ne vais pas tout refaire. Donc, parfois, il y a des centres qui disent, moi, à chaque fois que je revois une patiente, je biopsie. Pour moi, ça n'a pas de sens. On travaille avec la ville. Par contre, il faut être sûr que le bilan soit bien complet. Alors, l'ambulatoire, ça veut dire beaucoup expliquer. Les patientes, au départ, et ça vraiment je trouve que ça change, de plus en plus les patientes me disent mais pourquoi est-ce que vous ne me faites pas mon hystérectomie en ambulatoire ? Qu'à cela ne tienne, nous faisons des hystérectomies en ambulatoire dans certaines conditions. Donc je trouve que l'ambulatoire est bien passé. J'étais venue faire une présentation ici il y a 5 ans. Les choses étaient différentes. Donc les patientes le réclament, mais elles ont besoin d'être rassurées. Dès qu'une patiente revient aux urgences après de l'ambulatoire et qu'il n'y a pas un circuit dédié, on a perdu. Donc il faut prévoir le circuit de retour pour l'ambulatoire. Nous, par exemple, on a un circuit qui fait que les patientes, elles ont le numéro de téléphone du DECT de l'interne, qui sait qui va devoir voir un certain nombre de patientes et qui a pour consigne, toute patiente inquiète peut repasser. Donc il y a des consultations urgentes. On organise aussi des téléconsultations si elles veulent juste montrer leur cicatrice. Dans 80% des cas, on a revu les cas de Dacmir-Varian, c'est de la réassurance. Dans 80% des cas, on ne va rien faire de plus. Mais il ne faut pas que pour ça, elles aillent voir leur médecin traitant ou leur gynécologue. Sinon, ça veut dire qu'on délègue et notre travail, c'est de pouvoir prendre en charge complètement la chirurgie de ces patientes. Donc, pour informer, ça veut dire qu'il faut informer les équipes soignantes. Il a d'abord fallu que tout le monde soit bien formé à l'ambulatoire, la patiente, mais aussi sa famille, notamment pour les patientes âgées.
Moi, j'ai fait une patiente de 96 ans en ambulatoire. Elle était avec son accompagnante qui était là jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle n'a pas trouvé ça bon du tout après le repas qu'on lui a servi en ambulatoire. Elle était très contente de rentrer dormir chez elle. Et ça lui a permis d'éviter, ça évite les syndromes de glissement et ça leur évite finalement d'être perdus. Par contre, ça nécessite qu'on puisse être joignable et qu'il n'y ait aucune inquiétude pour la famille. Il faut bien sûr informer aussi les gynécologues et les médecins traitants et surtout les usagers. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, toute la population soit habituée finalement à l'ambulatoire. Alors le périopératoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a changé. Il y a eu un changement dans la prise en charge des douleurs. C'est systématique maintenant qu'en plus de l'anesthésie générale, il y ait des anesthésies loco-régionales. Au minimum, on infiltre, mais le plus souvent, il va y avoir un geste fait par l'anesthésiste qui soit un bloc Serratus, soit un bloc PEX, c'est-à-dire que sous échographie, ils vont aller injecter un produit. On mobilise les patientes précocement. Finalement, elles vont rester allongées que 2 heures et ensuite elles vont être assises et on va leur servir un repas. Et surtout, il faut qu'il y ait des documents qui puissent la rassurer. L'ambulatoire, ça nécessite donc de sensibiliser les intervenants, de partager l'information et puis de former les acteurs et de former aussi désormais les internes à l'ambulatoire parce qu'il y a eu un problème un peu, j'ai envie de dire, de formation parce que quand on a commencé l'ambulatoire, on disait il faut que ce soit vite, il faut que ce soit carré tout le temps, puis du coup l'interne n'opérait plus. C'est évidemment pas ce qu'on est en train de dire. C'est à nous de nous adapter pour qu'on puisse les former à ce qui de toute façon sera leur activité demain. Alors une fois qu'on va revoir notre patiente en consultation post-opératoire, il faut qu'on ait des outils. Ça, je vous montre les plans personnalisés de soins que j'utilise. Là, c'est une chirurgie, les cas les plus simples. Donc la patiente a été opérée. On lui explique qu'elle sera vue avant et après en consultation pluridisciplinaire et qu'elle aura ensuite de la radiothérapie. Alors on vous parlait de radiothérapie. Sachez que la radiothérapie, maintenant, c'est de l'hypofractionné dès que vous avez plus de 50 ans. Alors certes, il y a la radiothérapie péropératoire, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit frein de l'HAS qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux centres qui s'équipent et que maintenant, ce qui a un peu tout changé, c'est les nouvelles modalités de radiothérapie dites type fast-forward qui se font sur 5 jours. Donc désormais, toute patiente qui n'a pas d'atteinte ganglionnaire qui a plus de 50 ans aura sa radiothérapie sur 5 jours. Donc c'est vrai que le 5 jours, par rapport au opératoire, et surtout l'intérêt, c'est qu'on a nos berges, c'est-à-dire qu'on a l'analyse définitive et qu'on est certain que les berges étaient saines. Le fast-forward, alors c'est étonnant, on est poussé par ce qui se passe, le fast-forward a explosé au moment du Covid. C'est logique parce qu'on avait besoin de place et puis on s'est rendu compte que ça marchait bien. Et puis soyons honnêtes, beaucoup de services de radiothérapie finalement sont payés à la séance. Donc pour arriver à passer de 5 semaines à 3 semaines, il y avait déjà eu un énorme effort, même si les études étaient rassurantes. Pour passer de 3 semaines à 5 jours, il a fallu le Covid. Et maintenant, clairement, on le fait de plus en plus. Ça, c'est un plan personnalisé un peu plus complexe. C'est lorsqu'on va avoir une patiente qui a une chimiothérapie première associée à une thérapie ciblée qui est HER2 dans ce cas-là. Et puis, dans les cas de triple négatif, juste un mot, désormais, on commence l'immunothérapie dès la chimiothérapie. Donc, elle a de la chimio-immunothérapie dès le début de sa prise en charge. Rapidement, pour finir, toutes les patientes doivent avoir une information sur l'activité physique et sportive qui diminue les risques de récidive. Donc, nous, on a des coachs sportifs à l'hôpital. Si vous ne faites pas de sport à l'extérieur, ces coachs sportifs peuvent vous accompagner pendant la chimiothérapie. Les soins de support, c'est toute cette liste. Donc c'est à la fois l'oncopsychologue, mais aussi les consultations de la douleur, lorsque par exemple une patiente a eu un curage axillaire avec des douleurs résiduelles, les consultations de nutrition, l'activité physique, la socio-esthéticienne, les associations de patientes, les groupes de parole d'après-cancer, où les patientes peuvent échanger. Alors pour l'après-cancer, désormais, on dispose d'un parcours global, c'est-à-dire que les patientes, on va pouvoir leur prescrire 3 types de choses en après-cancer: psychologie, nutrition ou activité physique. Et tout cela est remboursé. Alors, il y a des ordonnances spécifiques ou des centres d'accueil spécifiques pour les accompagner sur l'après-cancer. La reprise du travail, c'est un élément important aussi. On se rend compte que 2 ans après, il y a près de la moitié des patientes qui n'ont pas repris leur activité professionnelle. Donc ça veut dire que je suis bien placée, je me suis bien plongée dans les problèmes de retraite, mais plus une patiente, finalement, elle a été traitée d'un cancer, pas grave. Elle a été guérie, elle n'en entendra plus parler, mais entre-temps, elle s'est retrouvée poussée à la porte plus précocement et l'impact sur sa retraite, elle va le vivre dans les 30 prochaines années. Donc c'est important de pouvoir les accompagner. Par exemple, là, à l'Hôtel-Dieu, il y a des ateliers d'information autour de la vie professionnelle pour les accompagner après. Donc là, ça c'est tout le panier de soins dont on peut disposer pour ces patientes. Donc en conclusion,
vous avez vu que je vous parle de différents parcours. Donc c'est dès le départ qu'on prépare les patientes. Il y a le parcours diagnostique qui doit être rapide, accessible et rassurant pour les patientes, avec une collaboration avec la ville. Le but, c'est de ne pas tout faire à l'hôpital, avec une prise en charge qui est globale et multidisciplinaire dès le départ, avec une information qui doit être partagée et qui a différents supports, un support oral, différentes personnes qui donnent la même information. Donc c'est important que tous ensemble, on puisse échanger. Et nous, régulièrement, les infirmières, quand on revient de congrès, on échange avec elles sur les avancées pour que tout le monde puisse donner le même discours. Une majorité de la chirurgie mammaire à l'avenir, elle se fait en ambulatoire, donc il faut bien préparer les patientes à ça. L'après-cancer, c'est encore un champ d'amélioration. Donc il faut qu'on y travaille. Quand on dit que pour les cancers du sein hormonosensibles, c'est-à-dire les plus fréquents sans atteinte ganglionnaire, 92% des patientes vont être guéries, c'est énorme. Il faut que ces 92% puissent retrouver leur vie d'après, donc que ce ne soit pas, comme on dit en anglais, du survival, pas de la survie, mais une vie après cancer. Et donc on a des nouveaux partenaires pour nous accompagner dans ce type de démarche, et notamment les patients partenaires. On a la chance d'en avoir une à la Pitié, et c'est vrai que c'est des échanges permanents avec elles. Je vous remercie. Merci. Alors, on a quelques minutes de discussion. S'il y a des questions qui veulent être posées. Oui, alors Gérard Morvan et puis Ronald Virac. Oui. En fait, votre parcours est très complet. Bravo pour votre présentation qui était très, très complète. Mais ça réclame, on l'a bien compris, des ressources humaines très importantes. Des ressources, du temps. Du temps, voilà. Donc on n'est pas sûr que ce soit reproductible sur l'ensemble du territoire national dans les conditions qu'on évoquait tout à l'heure. Évidemment, il faut quelques équipes qui soient leaders, qui montrent l'exemple. Il y a un élément important quand même, et ça, je pense qu'elle en parlera après, Carole, c'est quand même le fait que les seuils a été modifié, et ça montrait bien, si on parlait des seuils, c'est pas tant pour... il y a la qualité chirurgicale, bien sûr, mais il y a aussi comment faire dans un centre. Pour avoir tous ces moyens-là, il faut traiter quand même un certain nombre de patientes. Évidemment. Donc le fait que les chirurgies se regroupent, ça permet aussi de regrouper les moyens quand on voit tout ce qu'on nous demande pour accompagner les patientes. Alors, Gérard Morvan, pardon. Moi, je suis vraiment admiratif devant votre possibilité de gestion de ces multiples paramètres, cette équation à de multiples inconnus. Comment faites-vous en pratique? Est-ce que vous avez des logiciels? Est-ce que l'intelligence artificielle intervient dans la gestion de ces multiples paramètres? Comment vous faites? Alors, elle nous sert... Alors, actuellement, je dirais non, mais par contre, elle nous sert notamment... On a une consultation dédiée à la Pitié sur l'évaluation du risque de cancer du sein. Je ne vous ai pas parlé de tout ça. Et donc là, on utilise des algorithmes pour évaluer le risque de chaque patiente. Pas simplement leur histoire familiale, mais aussi leur densité mammaire, leur poids, est-ce qu'elle a déjà eu des biopsies, on rentre tout ça. Et c'est vrai que moi, quand une patiente me raconte tout ça, je suis à me dire, mais est-ce qu'il faut qu'elle soit surveillée tous les 2 ans, tous les ans? Est-ce que je commence à 40 ans, à 45 ans? On a une consultation dédiée pour ça, où là, on utilise un algorithme, donc de l'intelligence artificielle, pour identifier la meilleure modalité de suivi de chaque patiente. Donc vous engrangez des datas en permanence. Et voilà. Au fur et à mesure, vous allez générer effectivement des algorithmes plus spécifiques. Voilà. Très bien. Oui, pour la deuxième partie de la question, c'est-à-dire pendant la prise en charge, j'ai envie de dire non, mais il y a un élément majeur, et ça a été dit tout à l'heure, c'est le temps. Donc je suis parfaitement d'accord que le temps, parfois, une consultation ne suffit pas. Il faut revoir les patientes. Et c'est vrai que c'est un luxe d'avoir le temps. Donc je pense que c'est un élément important, parce que pour pouvoir poser toutes ces questions-là, eh bien, il faut avoir la possibilité. Mais l'algorithme, il n'ira pas voir, par exemple, ce que j'ai pu voir d'une patiente qui, en se déshabillant, quand on regarde son bras, on voit qu'elle avait des signes d'automutilation. On se dit... D'accord, donc là, pour la suite de la prise en charge, il va falloir avoir un bon accompagnement psychologique. Donc, il faut bien voir que c'est notre expérience au quotidien qui nous permet de dire, j'ai du temps, je vais vraiment essayer de me poser toutes les questions pour cette patiente. Donc, l'intelligence artificielle ne remplacera pas complètement l'humain, en particulier le médecin. Oui, Ronald Virac. Oui, d'abord, bravo pour cette présentation tout à fait complète. Si ce n'est que je n'ai pas entendu parler du problème de l'accompagnant, c'est-à-dire le couple, l'homme, qui a une importance considérable dans ce domaine. Je suis sûr que vous le traitez et que vous n'avez pas eu le temps d'en parler, mais je voudrais que vous en disiez un mot. Vous avez parfaitement raison. C'est un élément essentiel. Alors j'ai envie de dire, l'accompagnant, que ce soit... Moi, quand on voit les patientes en accueil sain et que c'est un ACR5, on se doute qu'on va annoncer un cancer le vendredi. Je dis toujours aux patientes, venez accompagner. Pour celles qui n'ont pas de mari, je leur dis, venez avec une amie, venez avec quelqu'un. C'est vrai que dès le départ, avoir quelqu'un qui vous accompagne et être 2 à entendre, c'est un élément essentiel. Nos psychologues proposent de rencontrer les accompagnants
Parce que moi, j'ai eu une consultation vendredi où, en gros, les deux me demandaient des antidépresseurs, là, le mari et la femme. C'était très fusionnel. Donc, c'est vrai que c'est très important de pouvoir les accompagner. Et l'autre élément aussi, c'est accompagner les enfants. On traite beaucoup de femmes jeunes. Et donc, souvent, les parents nous disent, mais comment est-ce que j'en parle à mon enfant? Il a 5 ans, il a 6 ans. Dès cet âge-là, ils vont sentir qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas que la mère qui se protège pour pas attraper la gastro-entérite de son enfant parce qu'elle est sous chimiothérapie, l'enfant ait l'impression qu'on le rejette. Donc, nos psychologues proposent de rencontrer aussi les enfants et de les accompagner. Et c'est un élément vraiment important. Merci de la réponse. Qui fait la consultation d'annonce Enfin, ça doit dépendre de la façon dont la patiente est adressée. Elle arrive de temps en temps avec déjà une consultation d'annonce. Parfois, c'est le scénologue. La personne qui va pouvoir annoncer, ça peut être le radiologue. Et c'est vrai qu'on a des radiologues qui prennent le temps pour ça. Après, il y a des radiologues. Moi, j'ai des collègues qui n'ont pas envie de faire ça, donc me disent j'ai biopsié un ACR5, tu la vois dans 10 jours. Donc on organise les choses et c'est très bien comme ça parce que ce qu'il faut, c'est surtout ne jamais avoir une annonce par téléphone. Et malheureusement, il y en a encore. Évidemment. C'est-à-dire, oui, mais il y en a encore. C'est-à-dire que des patientes qui vont être biopsiées et elles disent je verrai le gynéco, et puis le gynéco n'a pas donné rendez-vous, donc il appelle la patiente pour lui dire j'ai reçu votre biopsie, et il se retrouve à faire par téléphone. Donc moi je dis à nos internes, biopsie égale rendez-vous. Que ce soit avec le radiologue, que ce soit avec le gynécologue, que ce soit avec le chirurgien, que ce soit avec l'oncologue. Nous, les oncologues préfèrent qu'on les voit nous parce qu'on organise tout le parcours. Mais il y a d'autres centres où c'est organisé différemment. Mais biopsie égale rendez-vous où on s'assoit et c'est jamais par téléphone. D'accord. Et j'ai cru comprendre que vous faisiez les consultations le vendredi. J'ai bien entendu ça? Oui, parce qu'en fait, elles sont biopsiées le lundi. Mais je croyais que le plan cancer empêchait les consultations le vendredi précisément parce que si la patiente avait rapidement besoin de réconfort psychologique, voire de questions supplémentaires... Oui, ce serait un peu compliqué. Il me semble que c'est écrit noir sur blanc dans le plan cancer. Il l'avait évoqué, mais dans les faits, on les voit le vendredi matin. On a tout le temps d'accompagnement derrière, donc je pense que ça se passe bien comme ça. Très bien, merci. Oui, une dernière question. Je pense que chez vous, ça se passe bien, mais j'ai vu un certain nombre d'endroits prestigieux à Paris où la patiente sort avec une infirmière de ville. Elle sort avec une mammectomie, un pansement fait. Bon, vous voyez une infirmière en ville, elle vous enlève le pansement et le drain. C'est pas extraordinaire au point de vue accompagnement. Donc, est-ce que vous avez un réseau d'infirmières qui viennent vous voir à l'hôpital et qui sont dédiées par quartier? Comment ça se passe? On a organisé ça. Donc, on travaille avec un réseau qui s'appelle Demédica, qui est un réseau d'infirmières. Donc, en tout cas, il est hors de question que les patientes, en sortant, aient à chercher une infirmière. Donc, si je pense qu'il y aura des soins infirmiers, on l'organise avant. Donc, on fait certaines mastectomies, pas toutes, mais je fais des mastectomies en ambulatoire, mais que lorsque c'est organisé avec des médicats. Donc, la patiente va voir l'infirmière avant la chirurgie, donc elle sait que Jocelyne viendra la voir dès le lendemain. On a organisé des formations pour les infirmières à la Pitié. Donc elles sont venues, notamment ces infirmières de ce réseau. Donc on leur a montré des photos, on leur a dit comment est-ce que nous on accompagnait. On leur a dit voilà, quand la patiente est hospitalisée, quand on défait le pansement, je suis toujours là quand on défait le pansement. Quand c'est en ambulatoire, on l'organise avec des infirmières qui ont cette habitude-là. Donc je suis d'accord avec vous que ça s'organise. Alors de plus en plus, ce que moi j'ai essayé de militer pour qu'il y ait un codage CCAM pour les infirmières, parce que le problème c'est que c'est pas très bien coté. Donc, finalement, il pourrait y avoir un accompagnement. Quand on voit que passer une nuit à l'hôpital, c'est 2 000 € et que le passage d'une infirmière, c'est 20 €, il pourrait y avoir un équilibre de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci. C'est très complet.